mentionner, c'est que, voilà. La deuxième chose, c'est que ne prenez pas de notes. Vous allez tous avoir accès à la présentation sans aucun problème. Je l'envoie à madame ici et vous pouvez lui demander sans aucun problème. Ça va être plus facile pour vous. L'autre chose, vous allez avoir une période de questions à la fin. Donc, à moins que vous soyez complètement obsédé par une question, là, qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ben, vous pouvez lever la main puis on va poser la question tout de suite. Sinon, vous pourrez poser toutes les questions à la fin et aussi utiliser le chat, la conversation pour poser vos questions si vous le désirez. Alors, ne vous inquiétez pas. Donc, bienvenue tout le monde. D'abord, mon nom est Georges Lespérance, je suis neurochirurgien, retraité, ne vous inquiétez pas. À 74 ans, je n'opère plus. Personne d'entre vous voudrait se faire ouvrir la boîte à poux par un gars de 74 ans. J'ai fait essentiellement de la traumatologie et de la neurochirurgie générale pendant toute ma carrière. Je suis encore professeur adjoint de clinique au département de chirurgie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et directeur du microprogramme en expertise des sciences de la santé, mais surtout président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité depuis 2014. Je n'ai aucun conflit d'intérêt et je suis ce qu'on appelle un prestataire d'aide médicale à mourir, c'est-à-dire que je donne moi-même le soin d'aide médicale à mourir. Je vais partir mon chronomètre, fait que quand ça va sonner, c'est parce que c'est mon épouse qui m'appelle pour me dire que j'ai assez parlé. Donc, vous allez l'entendre sonner. Voilà. On dit prestataire parce que jusque depuis 2023, en fait, plus précisément depuis décembre 2023, les infirmières praticiennes spécialisées peuvent aussi évaluer les patients et donner le soin d'aide médicale à mourir au Québec, comme c'était le cas au Canada depuis 2016, mais nous étions sous une loi un petit peu différente. Mais maintenant, nous sommes exactement comme dans tout le reste du Canada. Un tout petit mot sur l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. L'association a été fondée en 2007 par Mme Hélène Bolduc, qui est une infirmière encore tout à fait vive et bien présente. Nous sommes 7 administrateurs, tous bénévoles. Nous avons fonctionné depuis 2007 avec des dons et des cotisations. Depuis le mois d'août 2020, nous avons une subvention du gouvernement du Québec qui nous a permis d'engager une directrice générale qui est extrêmement active, qui est toute jeune, qui est très active et qui a fait développer l'association. Elle est actuellement en congé de maternité, mais je vous jure que je n'y suis pour rien, là. Ne partez pas de rumeurs. Mais elle est remarquablement active. Elle va revenir début du mois d'octobre. Et nous avons aussi la chance d'avoir avec nous Maître Jean-François Leroux, qui est un conseiller juridique pro bono. Maître Leroux était un des deux avocats dans la cause de Mme Gladieux et M. Truchon en janvier et février 2019. Donc, encore hier soir, je donnais une conférence avec lui sur un tout autre sujet, mais nous nous connaissons de longue date et donc, lorsqu'il y a des problèmes strictement légaux, ben, nous pouvons avoir son appui. Il n'y a aucun frais pour toutes les conférences ou les autres services. De façon générale, pour toutes les conférences, celle-ci est la 203e, en web comme en présentiel. On demande de donner un don simplement à l'association. Je passe à la suivante. Que fait l'association? Elle œuvre pour assurer que les lois permettent à chaque citoyen de choisir et d'obtenir des soins de fin de vie, notamment l'aide médicale à mourir, conforme à sa conception personnelle de dignité. Nous avons un volet militant avec du travail auprès des parlementaires lorsqu'il y a un dépôt d'un projet de loi, par exemple, ou de modification, comme ça a été le cas en juin 2023. Et nous avons aussi un volet éducatif. Je vous donne ces informations-là parce que vous soyez membre ou non, ça n'a aucune importance. Vous avez accès à notre site quand vous voulez, où vous voulez. C'est le site aqdmd.org. Vous avez des tonnes de renseignements là-dessus, euh, plein de, plein de renseignements. Vous avez la démarche aussi qui est expliquée. Est-ce que je peux demander aux personnes de fermer leur micro, s'il vous plaît? Je vois Madame Garzonne, s'il vous plaît. C'est gentil. Merci beaucoup. Oups, ça, on va passer par ici comme ça. Nous avons aussi des collectifs régionaux. Depuis 2017, le collectif du Québec, le collectif Est du Québec, qui est très, très actif, dans lequel je suis, parce que je suis basé essentiellement dans le Bas-Saint-Laurent depuis quelques années. Et nous avons des collectifs un petit peu partout dans la province. Et ceux qui veulent partir un collectif, bien évidemment, nous sommes partants. Le plan aujourd'hui, nous allons parler des directives médicales anticipées. Retenez bien le terme directive médicale anticipée ou DMA. Ce n'est pas du tout la même chose que les demandes anticipées dont vous avez entendu parler dans les médias depuis l'automne.
pour les maladies d'Alzheimer. Mais c'est très important de comprendre ce que c'est que les directives médicales anticipées. Nous allons regarder les critères actuels pour obtenir l'aide médicale à mourir, quelques mots très brefs sur l'avenir, et enfin, on va parler surtout des demandes anticipées, parce que c'est beaucoup ce qui intéresse beaucoup les personnes depuis les derniers mois. Qu'est-ce que la directive médicale anticipée ou le DMA? C'est un formulaire qui est à compléter par tout le monde à partir de l'âge de 18 ans, que vous soyez malade ou non, raison de plus si vous êtes malade, mais que vous soyez malade ou non, tout le monde devrait faire ces directives médicales anticipées. Malheureusement, le gouvernement du Québec, depuis que c'est en vigueur, depuis 2014, n'a fait que très peu de publicité. S'il en avait fait autant qu'il en a fait sur le cannabis, on serait en voiture, mais ce n'est pas le cas. Il y a à peu près 300 000 Québécois qui ont complété leur directive médicale anticipée, ce qui devrait être beaucoup plus. Oups, excusez-moi, ça ne veut pas partir. C'est donc oups, excusez, là, j'en ai perdu un petit bout, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est dans la loi 2 du Québec depuis le tout début, depuis 2016. Ce que ça veut dire, excusez-moi, il y a un petit problème avec le, désolé, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas avancer. Voilà. La directive médicale anticipée, le DMA, c'est propre à chaque citoyen. Quand vous faites vos DMA, c'est pour vous, uniquement pour vous. Personne d'autre ne peut le faire pour vous. Ça évite l'acharnement thérapeutique. Si vous arrivez inconscient dans une urgence, les docteurs vont sauter sur vous. On va vous mettre des tubes dans tous les trous qu'on trouve. Puis s'il manque de trous, on va faire d'autres trous pour mettre d'autres tubes. C'est comme ça qu'on fait dans les urgences. Et après seulement, on pose des questions. Si vous êtes totalement inconscient et que vous ne pouvez pas dire, exprimer ce que vous voulez comme soin et qu'il n'y a personne avec vous non plus, mais ça évite l'acharnement thérapeutique parce que si vous avez fait vos directives médicales anticipées, c'est exactement comme si vous parliez vous-même à l'équipe traitante. Et ça évite surtout les discussions avec les discussions difficiles entre les enfants, s'il y en a un qui veut vous garder sur respirateur, puis l'autre ne veut pas. Donc, ce sont des situations que l'on vit assez régulièrement, soit aux soins intensifs, soit aux soins palliatifs même. Et surtout, 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 dans la loi 2 du Québec, ça n'existe qu'au Québec, en passant, ce n'est pas ailleurs au Canada, il y a un caractère contraignant pour le personnel soignant. Alors même si vous tombez sur une équipe soignante qui est très, très religieuse, disons, puis qui veut vous garder en vie pendant des mois de temps, non. Vos directives médicales anticipées ont un caractère contraignant pour le personnel soignant. Vous allez avoir toutes les informations que vous voulez sur le site aqdmd.org, c'est notre site. Cherchez simplement DMA ou directives médicales anticipées. Tout le monde devrait faire ces directives médicales anticipées. Les plus jeunes, aidez vos parents à faire vos directives médicales anticipées, c'est très important. Vous pouvez obtenir votre formulaire directement en appelant à la RAMQ, Régie d'assurance maladie du Québec, donc à la RAMQ, et vous dites non, ne demandez pas un formulaire d'aide médicale à mourir, demandez le formulaire de directive médicale anticipée. Ça va être envoyé à votre nom, à votre adresse. Ça prend 3, 4 minutes de lire tout ça et de le compléter. Ça va vous coûter un thème pour retourner le tout. Mais vous ne pouvez pas demander l'aide médicale à mourir par vos directives médicales anticipées. C'est très important de bien le comprendre. Ça consiste à quoi, vos directives médicales anticipées? Il y a 3 grandes situations cliniques qui sont visées. Retenez simplement que vous êtes dans le coma et que vous ne pouvez pas prendre des décisions pour vous-même. Alors, on va vous demander, est-ce que lorsque si j'arrive inconscient à l'urgence, est-ce que je veux une réanimation cardio-respiratoire? Est-ce que je veux de la dialyse rénale? Est-ce que je veux une hydratation forcée ou artificielle? Dites-vous bien que de façon générale, si vous arrivez à l'urgence et puis qu'il n'y a personne avec vous, puis que vous êtes inconscient, on va d'abord sauter sur vous, puis on va faire toute la réanimation qu'il faut. Et après ça, comme tout bon chirurgien que nous sommes, nous allons poser des questions après. On tire avant, puis on pose des questions après. Donc, on va faire, par exemple, une tomodensitométrie. Admettons que vous avez une très importante hémorragie cérébrale qui vous laisse très, très peu de chances de vivre dans des conditions correctes. Bien là, on va aller voir dans le site, dans le réseau, dans le système d'ordinateur, si vous avez fait vos DMA. Et admettons que je prends tante Gertrude. Ma tante Gertrude a complété ses directives médicales anticipées et elle a écrit qu'elle refusait la réanimation, qu'elle refusait la ventilation assistée, etc. Donc, encore une fois, il y a un caractère contraignant. Une fois qu'on aura fait le bilan de ce qui est arrivé à tante Gertrude, qu'on aura une bonne idée que son pronostic n'est pas terrible, ben là, à ce moment-là, on va enlever les manœuvres de réanimation, etc. Même chose si
Vous avez des enfants, la fille de ma tante Gertrude ne veut pas la garder sur respirateur parce qu'elle connaît bien sa mère. Mais elle a un fils qu'elle voit une fois par 5 ans et le fils, lui, veut absolument garder sa mère sur respirateur parce qu'il est convaincu que s'il l'amène en Alberta ou aux États-Unis, ils vont faire des miracles, puis ils vont la sauver, puis ils vont la réanimer et tout. Mais là, il y a une chicane entre le garçon et la fille. Ça va éviter, si vous avez fait vos directives médicales anticipées, ça va éviter tout ça parce que c'est comme si vous parliez vous-même à l'équipe traitante. J'ai oublié de vous dire que si vous consentez à tout, bien sûr, ben, faites pas vos directives médicales anticipées parce que de toute façon, nous, les médecins, on va le faire pour vous. Donc, c'est très facile. Vous appelez à la RAMQ et vous allez avoir votre directive médicale anticipée. Vous pouvez trouver sur l'Internet aussi, ainsi que sur notre site, un petit livret qui est très, très bien fait. C'est fait par le gouvernement du Québec, mais je vous garantis, c'est bien fait. Et vous allez pouvoir avoir toutes les informations là-dessus. Donc, un petit mot encore pour terminer sur, c'est-à-dire un petit mot, ce sont les directives médicales anticipées. Faut pas mélanger ça avec la demande anticipée, même si c'est le même qualificatif. Ce dont vous avez entendu parler dans les derniers mois, c'est les demandes anticipées pour les patients qui ont, par exemple, des maladies d'Alzheimer. Je vais y revenir plus tard, mais gardez bien en tête que c'est pas la même chose. Probablement plusieurs d'entre vous avez entendu parler, savez ce que c'est qu'un mandat de protection, ce qu'on appelait auparavant un mandat en cas d'inaptitude. La première chose à faire, c'est le mandat de protection au bien. Par exemple, vous avez un peu ras-le-bol, vous vous mélangez dans vos chèques pour payer votre appartement, ou ben donc vous avez 80-50, puis vous avez toujours travaillé, vous avez toujours fait vos affaires avec une caissière à la Caisse populaire des Jardins, puis là, il n'y a plus personne, puis on vous dit de faire ça par Internet. Ça vous ennuie, vous demandez à votre fille ou votre nièce de vous occuper de ses biens. Donc, c'est un mandat de protection aux biens. Vous allez à la banque et vous dites, maintenant, c'est ma fille qui va s'occuper de mes choses. On peut aller plus loin si la personne devient plus ou moins inapte, mais c'est un mandat de protection à la personne. Mais là, c'est plus compliqué, le mandat de protection à la personne, parce qu'il faut l'homologuer. Et pour l'homologuer, ça prend du temps. Il faut aller voir un notaire, il faut que ça passe devant un juge, et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et généralement, c'est lorsque la personne est devenue inapte. Mais ce qui est important, c'est que vous ne pouvez pas demander l'aide médicale à mourir par un mandat de protection, auparavant appelé un mandat d'inaptitude. Donc, jusqu'à maintenant, vous ne pouvez pas demander une aide médicale à mourir dans vos directives médicales anticipées et vous ne pouvez pas le demander dans un mandat de protection. Donc, quels sont les critères actuellement en 2025 pour obtenir l'aide médicale à mourir? Alors d'abord, pourquoi l'aide médicale à mourir? Ben, c'est le respect du principe d'autonomie de la personne. En 2025, en Amérique du Nord, en fait, tout au moins au Québec et au Canada, c'est le respect du principe d'autonomie. Vous décidez vous-même de ce que vous voulez comme soins et traitements pour plus tard pour vous-même. Je vous donne un exemple très simple. Euh, Surtout chez les dames, une femme sur 8 peut avoir un cancer du sein, malheureusement. Donc, disons que vous l'avez à 60 ans, vous avez des traitements, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, ça se passe bien, vous avez une très longue période de rémission de 10-15 ans, mais malheureusement, tout à coup, vous avez une récidive. Et là, les médecins vont vous dire, bon, ben, écoutez, madame, dans votre situation, on ne peut pas vous opérer, par contre, on pourrait vous faire de la chimiothérapie. Et là, vous dites, non, moi, docteur, là, maintenant, je suis rendu à 75 ou 80 ans. De la chimiothérapie, j'en ai eu. Il me reste, vous pouvez pas me garantir que vous allez me guérir avec ça. Je veux continuer à vivre les quelques mois ou 2, 3 ans qui me restent de façon confortable. J'ai pas envie de passer mon temps à vomir puis à être malade comme un chien avec la chimiothérapie. Je refuse la chimiothérapie. C'est votre droit le plus strict, c'est votre autonomie. De la même façon que c'est votre autonomie de refuser ou de prendre une chirurgie. C'est le principe d'autonomie. Puis en ce qui concerne l'aide médicale à mourir, on y ajoute le principe de dignité et de liberté de choix. Au tout début, lorsque les lois ont été passées, au Québec. Tout, c'était effrayant. Tout le monde disait, ça n'a pas de bon sens, la loi d'aide médicale à mourir. Tout le monde va avoir l'aide médicale à mourir. Puis les docteurs vont passer dans le CHSLD, puis ils vont dire, ah, ben elle, pas mal, elle est encore bonne, on va lui donner quelques mois. Puis ils vont regarder la voisine, puis ils vont dire, ah, ben là, Gertrude est pas mal passée date, on va lui donner l'aide médicale à mourir. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, bien évidemment. D'aucune façon. Il y a des critères, et on peut voir les chiffres de la dernière année, chiffres disponibles du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, 7,3 des patients décédés au Québec
sont décédés par aide médicale à mourir. Donc, c'est pas du tout 50% ni 10%, c'est 7,3% des patients décédés qui ont eu l'aide médicale à mourir. Mais par contre, au Québec et au Canada aussi, la vaste majorité de la population est tout à fait favorable à l'aide médicale à mourir. Qu'est-ce que c'est les chiffres? Bien évidemment, c'est une courbe juste pour vous illustrer ça. Au tout début, 2015-2016, il n'y avait aucun décès par aide médicale à mourir, c'était pas légal. Et vous voyez que la loi a été progressivement connue, donc il y avait de plus en plus de patients qui avaient l'aide médicale à mourir, jusqu'en 2021, où on a eu 2400 décès par aide médicale à mourir. En 2021, la loi a été changée et le critère où le patient devait être en fin de vie a été enlevé à cause de la cause de la décision de la Dutruchon, de la juge Baudouin. Et vous voyez que là, il y a une augmentation un petit peu plus abrupte du nombre d'aides médicales à mourir. Vous voyez, pour 2022, il y avait 5227 décès sur, en gros, 70 000, 77 000 patients au Québec en 2023. Donc, c'est après. Et on voit que déjà en 2023-2024, la courbe commence déjà à ralentir pour arriver à 7,3% des décès. Donc, on se rend compte que les gens connaissent beaucoup plus la loi, le corps médical aussi, heureusement, mais on voit que il y a seulement 7%, 7,3% des patients qui décèdent par aide médicale à mourir. Ce qui veut dire qu'il y a plus que 90% des gens qui décèdent de leur belle mort, entre guillemets, ou qui vont au bout de leur maladie, quelle que soit la raison, et c'est leur choix, et c'est parfait comme ça, de cette façon-là. Qu'est-ce que c'est les gens qui ont l'aide médicale à mourir? 75% ont 70 ans et plus, 60% sont atteints de cancer, avec un pronostic de survie d'un an ou moins de 84% de ces gens-là ont un pronostic de survie d'un an ou moins. Donc, c'est tout à fait faux de dire que les gens demandent l'aide médicale à mourir à partir du moment où ils se font donner un diagnostic. Pas du tout. 84% des gens qui ont eu l'aide médicale à mourir ont un pronostic de survie d'un an ou moins avec des souffrances, bien évidemment, parce que ça fait partie des critères. Je précise tout de suite, il n'y a aucune espèce d'opposition entre les soins palliatifs de fin de vie, la sédation palliative continue qui consiste à endormir le patient pendant 3, 4, 5, 6 jours jusqu'à ce que sa maladie le fasse mourir. Les soins de confort qu'on donne généralement avant, pendant quelques mois, et puis l'aide médicale à mourir. Malgré ce que les gens disent, surtout les gens de soins palliatifs, disant s'il y avait plus de soins palliatifs, il y aurait moins de demandes d'aide médicale à mourir. C'est pas vrai. 80% des gens qui ont eu l'aide médicale à mourir avaient accès à des soins palliatifs de qualité ou en ont eu ou ont décidé d'eux-mêmes qu'ils n'en voulaient pas. Donc, c'est ça qui est important de bien comprendre dans ces éléments-là. Toutes les modalités sont à la disposition du patient selon ce qu'il désire. Personne n'est obligé de prendre une modalité plus qu'une autre selon son autonomie, sa dignité et sa liberté de choix. En gros, quels sont les critères actuels en 2025? Oubliez ce qu'on vous a dit dans les dernières années qu'il y avait une différence entre la loi du Québec, la loi 2, et le Code fédéral, qui est en fait le Code criminel. La seule différence, c'est qu'au Québec, nous avons une loi sur les soins de fin de vie, alors que toutes les autres provinces et territoires n'ont pas de loi. Elles sont soumises au Code criminel qui a été modifié en 2016 et par la suite en 2021. Donc, nous avons une loi au Québec que nous pouvons modifier, mais nous sommes aussi assujettis au Code fédéral. Quels sont les critères? Le patient doit être assuré avec sa carte d'assurance maladie de sa province. Au début, ça a été fait au Québec d'abord, en 2014. Pourquoi? Pour éviter le tourisme médical de gens qui seraient venus de d'autres provinces ou de d'autres pays pour obtenir l'aide médicale à mourir. C'est encore vrai maintenant. Si vous êtes de l'Ontario, vous ne pouvez pas obtenir l'aide médicale à mourir au Québec, sauf conditions très exceptionnelles. On n'ira pas dans ça. Et si vous venez d'un autre pays, ben, c'est exactement la même chose. Donc, il faut avoir votre carte d'assurance maladie, il faut être majeur, 18 ans et plus, et il faut être apte à prendre cette décision. Pour nous, évaluateurs, médecins et infirmières, la première chose que l'on regarde lorsqu'un patient nous demande l'aide médicale à mourir, c'est est-ce que ce patient-là est apte à décider pour lui-même? Est-ce que c'est lui qui a demandé l'aide médicale à mourir? Est-ce qu'il le comprend? Est-ce qu'il comprend sa maladie? Est-ce qu'il comprend pourquoi il demande l'aide médicale à mourir? Donc, c'est ça l'aptitude à décider pour soi-même. C'est ce que l'on regarde en premier. Par ailleurs, il faut avoir une maladie grave et incurable. Si le patient me dit qu'il va avoir l'aide médicale à mourir parce qu'il y a un eczéma ou parce qu'il y a 25 ans puis sa blonde vient de le laisser, je vais être obligé de lui indiquer c'est quoi la vie et de lui dire qu'à 25 ans, même si ta blonde t'a laissé, c'est pas grave puis c'est pas incurable.
ça va changer avec les mois qui viennent. Ne t'inquiète pas, mon jeune homme. Et c'est vrai aussi pour les dames, dans l'autre sens, bien évidemment. Mais une maladie grave et incurable, ça ne veut pas dire un cancer non plus. Ça peut être un cancer, bien sûr, mais imaginez quelqu'un que vous connaissez peut-être autour de vous, des gens qui ont une insuffisance rénale chronique, qui sont obligés d'aller en dialyse 3 fois par semaine à l'hôpital, le matin, le jour, le soir ou la nuit, peuvent très bien pour nettoyer leur sang, comme les gens disent. Et disons que cette personne-là n'a malheureusement pas eu accès à une greffe rénale et qu'elle en aura le bol d'aller à l'hôpital régulièrement pour avoir sa dialyse rénale. Qu'est-ce qui va arriver si elle cesse sa dialyse, ce qui est son droit le plus strict? Bien évidemment, elle va décéder d'une insuffisance rénale en l'espace de quelques jours, quelques semaines au maximum. Donc, c'est ça une maladie grave et incurable. On va prendre un exemple qu'on a de plus en plus fréquemment, essentiellement chez des dames âgées, 90, 90 ans et plus, le plus souvent, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, le DMLA, des gens qui perdent progressivement la vision. Alors, on peut toujours bien dire à une dame de 90 ans qu'elle pourrait apprendre le braille, mais ça ne marchera pas trop. Donc, cette personne-là, c'est une maladie grave et incurable qui lui amène un déclin irréversible de sa situation. On peut très bien lui dire à cette personne-là, et malheureusement certains médecins le font, mais écoutez, c'est pas si grave que ça, vous perdez la vue, mais vous pouvez avoir une canne, puis vous allez avoir de l'aide. Non, moi, mon plaisir à moi, malgré mon âge, c'était de lire Dostoïevski dans le texte une fois par année, de reprendre. J'adore lire, c'est ça mon plaisir à moi, c'est la lecture. Et là, je ne suis plus capable de lire. C'est une maladie grave et c'est un déclin irréversible pour cette personne-là. Il faut avoir des souffrances physiques ou psychologiques ou existentielles, pas l'un avec l'autre, un ou l'autre. Les souffrances physiques, tout le monde comprend ce que c'est. Par exemple, un cancer avec des métastases. Mais une souffrance psychologique, ça peut être par exemple une sclérose en plaques qui ne donne pas au début, en tout cas pendant un bon bout de temps, de souffrance physique, à moins d'avoir des espaces, mais c'est pas ça qui est le plus dominant. Par contre, la souffrance psychologique va être très dominante de savoir que cette personne-là, souvent jeune, 50, 60, 65 ans, ne peut plus faire ce qu'elle faisait auparavant. C'est une souffrance psychologique importante. La souffrance existentielle, ça va être essentiellement, on va le voir chez les personnes qui se font donner un diagnostic de démence, comme l'Alzheimer. Au moment où la personne se fait donner le diagnostic, la plupart du temps, elle est tout à fait apte. Elle n'a pas forcément de souffrance physique. Elle peut avoir des souffrances psychologiques, mais elle a surtout une souffrance existentielle. J'ai cette maladie, je sais très bien comment la maladie va évoluer. C'est inéluctable. Je vais mourir dans des conditions effrayantes. C'est ça la souffrance existentielle et je ne veux pas ça. Et la souffrance est intolérable selon le patient, pas selon le médecin, comme malheureusement j'entends encore trop, pas selon la famille. Il y a des gens qui m'appellent pour me dire, j'ai rencontré mon docteur, puis mon docteur m'a dit que je n'étais pas encore assez souffrant. Ça me met hors de moi, les cheveux, mais quelques-uns qui me restent, me sautent sur la tête. C'est pas le docteur qui souffre, c'est pas les enfants qui souffrent, c'est le patient qui souffre. C'est éminemment subjectif. On ne peut pas se mettre dans la tête du patient lorsqu'il y a de la souffrance. On doit plutôt l'écouter, par contre, ça c'est certain. La seule différence avec le Canada maintenant, en 2025, c'est qu'au Canada, une infirmière praticienne, une IPS, peut évaluer un patient et donner l'aide médicale à mourir, ce que nous avons maintenant depuis décembre 2023. Par contre, au Canada, il reste une différence, le suicide assisté, c'est-à-dire que on devrait plutôt appeler ça une aide médicale à mourir par voie orale. Le médecin ou l'infirmière donne la médication létale, la médication mortelle au patient et le patient va prendre la médication quand il le veut, selon ce qui fait son affaire. Au Québec, ce n'est pas possible et personne ne veut aller là non plus. Moi, sur un plan éthique et philosophique, je pense que c'est à nous, médecins et infirmières, d'accompagner le patient jusqu'à la dernière seconde au moment où on donne l'injection. C'est notre rôle et je pense qu'il faut continuer à le faire. D'ailleurs, au Canada, hors Québec, l'an dernier, il y a eu 7 patients seulement sur les plus de 15 000 qui ont eu l'aide médicale à mourir, 7 patients qui ont eu l'aide médicale à mourir par voie orale. Vous entendez parler parfois de certains États aux États-Unis, il y en a 11, où il y a de l'aide médicale à mourir, mais c'est faux, c'est du suicide assisté. Dans les États américains, il n'y a aucune aide médicale à mourir. Le médecin peut donner la médication au patient dans des conditions extrêmement strictes. Vous avez aussi entendu parler de la Suisse qui a de l'aide médicale à mourir, soi-disant-elle, depuis pratiquement les années après la Deuxième Guerre mondiale. Mais en fait, c'est du suicide assisté. Les médecins
évalue le patient et par la suite, c'est pas le médecin qui donne la médication ni rien, c'est le patient lui-même qui doit prendre la médication ou ouvrir lui-même la tubulure où coule la médication. Donc, c'est du suicide assisté là aussi en Suisse. Quelle est la démarche pour obtenir l'aide médicale à mourir? C'est très, très simple. Le patient signe sa demande avec tout professionnel de la santé. Il n'y a aucune obligation que ce soit le médecin traitant. Je reçois des téléphones encore toutes les semaines de gens qui appellent à l'association pour me dire, mon médecin refuse, il dit que je suis pas rendu là, il veut pas faire ça. Le médecin a l'obligation, comme l'infirmière, de signer la demande et de l'envoyer à la coordination des soins du CIUS ou du CIS de votre région. Il n'est pas du tout obligé d'évaluer le patient, il n'est pas du tout obligé de donner le soin d'aucune façon, mais il a l'obligation de signer la demande. Et si le médecin ne veut pas, parce qu'il ne comprend pas, le patient, tout patient peut faire signer sa demande par tout professionnel de la santé, médecin, infirmière, pharmacien, travailleur social, ergothérapeute, physiothérapeute, etc., etc., etc. Tous les professionnels de la santé peuvent signer la demande qui va être envoyée à l'organisme qui coordonne les soins dans votre région. Si je prends le CIUS de l'Est de Montréal, où je suis pour l'aide médicale à mourir, ben, c'est envoyé directement à la direction des services professionnels. Si je prends par exemple au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben, c'est le GIS, le GIS, le groupe interdisciplinaire de soutien, qui gère toutes les demandes. Et de plus en plus, moi, je reçois beaucoup de demandes qui sont signées par un travailleur social. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent bien les patients, ils le voient souvent. Donc, le professionnel a l'obligation déontologique et légale de faire suivre la demande. Il ne peut pas se cacher en arrière de l'objection de conscience. Il ne fait que signer la demande. C'est très, très simple, la demande. Une page avec les renseignements du patient, la signature du patient ici sur la deuxième ligne, la signature du professionnel de la santé et un témoin qui n'a aucune obligation. La seule obligation du témoin, c'est de ne pas être, de savoir qu'il n'est pas sur le testament du patient, parce que là, bien sûr, il y aurait éventuellement un conflit d'intérêts, c'est tout. Le témoin, ça peut très bien être l'infirmière qui accompagne le médecin dans sa clinique ou encore un collègue travailleur social, par exemple. La deuxième partie de la démarche, c'est que le médecin, ou en tout cas le professionnel de la santé, va adresser la formule au CIUS ou au CIS, donc à votre région. Et là, il y a un prestataire, par exemple moi, ou une infirmière, une IPS, qui va prendre la demande et qui va aller voir le patient. Alors, oui, bonjour, docteur L'Espérance. Oui, on a une demande ici pour aller voir Madame Gertrude à telle adresse. Parfait. Moi, je vais appeler Madame Gertrude. Est-ce que je peux aller vous voir mercredi prochain, par exemple? À quelle heure ça fait votre affaire? Ben, ça fait mon affaire vers 11 heures. Très bien, je vais être chez vous vers 11 heures. C'est comme ça que la plupart fonctionnent. Évidemment, il y a toutes les demandes qui sont faites directement à l'hôpital. Par exemple, un patient qui est hospitalisé, qui va très mal, ben là, c'est plus facile. Évidemment, ça se fait en l'espace de quelques minutes ou quelques heures. Mais pour tous les patients qui sont à domicile, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, il y a un médecin ou une infirmière qui va aller voir le patient, le demandeur, qui va vérifier si cette personne-là est apte à prendre ses décisions pour elle-même. Et là, s'il y a une maladie incurable, s'il répond aux critères, et là, on va le classer dans une des deux classes suivantes. Et je vais revenir dans la diapositive suivante. Soit que le patient est dans une mort naturelle raisonnablement prévisible, auquel cas il n'y a aucun délai. Il peut obtenir l'aide médicale à mourir le lendemain. Ou encore, il le classe dans la deuxième catégorie, mort naturelle non raisonnablement prévisible, auquel cas il y a un délai de 90 jours. J'y reviens. Qu'est-ce que c'est les deux catégories? La première catégorie, par exemple, un cancer, une insuffisance cardiaque ou une insuffisance pulmonaire avancée. En d'autres termes, la maladie va faire mourir le patient selon toute vraisemblance dans un avenir proche ou, moyen, ou à moyen terme. Il n'y a pas de délai, c'est pas 12 mois, 24 mois, etc., mais la maladie va amener le décès du patient. La deuxième catégorie, c'est une mort naturelle non raisonnablement prévisible. Par exemple, une sclérose en plaques, une polyarthrite rhumatoïde, un Parkinson. En d'autres termes, des maladies qui vont détériorer le patient progressivement, mais il n'y a rien qui dit que c'est cette maladie-là qui va faire mourir le patient. Il va souvent mourir, par exemple un Parkinson ou une polyarthrite rhumatoïde, le patient va mourir d'une autre cause avec sa maladie. En d'autres termes, il y a peu de risques que la maladie fasse mourir le patient de sa propre maladie. Là, il y a un délai de 90 jours à partir du moment où le patient est évalué. Est-ce que ça veut dire qu'il doit avoir l'aide médicale à mourir au 91e jour? Pas du tout.
Il peut l'avoir au 91e jour, mais il peut l'avoir 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Nous avons tous, nous, médecins et infirmières, des patients dans notre liste. Moi, j'en ai plusieurs, étant donné le type de pratique que je fais. J'en ai plusieurs que ça fait 2 ou 3 ans que je suis. Ils sont admissibles à l'aide médicale à mourir, mais ils ne sont pas encore rendus là. C'est parfait. Il n'y a aucune obligation de les réévaluer, aucune obligation d'ouvrir ou de fermer le dossier, aucune obligation de dire qu'ils doivent avoir l'aide médicale à mourir. Euh, Là, nous sommes au mois de mai. Ben, disons, aucune obligation d'avoir l'aide médicale à mourir avant Noël, sinon, moi, je ne vous revois plus. Non, 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 non. Le patient est admissible et c'est lui qui va décider quand il sera prêt. Est-ce qu'on téléphone au patient toutes les semaines pour savoir s'il est prêt? Bien sûr que non. Moi, je leur dis tous aux patients, écoutez, vous êtes admissible, vous avez mon numéro de cellulaire. Quand vous voudrez discuter, vous m'appelez. Si à un moment donné, vous vous détériorez puis que vous pensez que vous êtes plus près que, ben, appelez-moi, puis on en discutera. C'est ça les deux catégories, tout simplement. Il n'y a pas d'autre différence. Alors, la suite de la démarche, ben, le patient, c'est-à-dire, nous, comme premier évaluateur, on demande un deuxième évaluateur, un deuxième médecin ou une IPS, qu'on appelle l'évaluateur. Lui, assez souvent, ça va être le médecin traitant ou encore l'infirmière qui suit le patient, qui va être capable, l'infirmière praticienne spécialisée, qui va être capable de dire, oui, je confirme que Mme Gertrude a bien un cancer, X, Y, Z, et qu'elle est donc admissible aux critères. C'est tout. C'est ça le rôle du deuxième évaluateur. Il n'a pas à refaire toute l'histoire du patient. Certains le font de façon très compulsive, c'est correct aussi. Ensuite, tout le reste va dépendre du patient. C'est lui qui va choisir la date selon ce que lui désire, en accord avec le médecin, s'il est disponible ou non, bien sûr. Il n'y a aucune nécessité de refaire une évaluation tant que le patient garde son aptitude à décider pour lui-même. Dans la première catégorie, je fais un petit aparté, les patients, par exemple, avec un cancer, si on pense que le patient peut perdre son aptitude, on peut lui faire signer une renonciation au consentement final parce que le patient, par exemple, a des métastases cérébrales. Et là, s'il est dans la première catégorie, on peut lui faire signer une formule comme quoi c'est indiqué que ben, même si je deviens inconscient ou même si je ne suis plus apte, je pourrais avoir l'aide médicale à mourir. Vous pourrez procéder, docteur, même si je ne suis plus conscient. Mais ça, c'est uniquement pour la première catégorie. Tout le reste va appartenir au patient. Où est-ce qu'il veut l'aide médicale à mourir? Quand? Avec qui il veut ça? Quelles sont les circonstances? Est-ce qu'il veut avoir un party chez lui avec sa famille? Aucun problème. Est-ce qu'il veut l'avoir chez lui ou dans un appartement ou au salon funéraire? Tout est possible. Est-ce qu'il veut l'avoir sur le bord du fleuve Saint-Laurent au mois de juillet? Il n'y a pas de problème. On va mettre ça sous une tente de réception. Vous savez, les tentes, là, les grosses tentes blanches. C'est pas un party, là. C'est pas, je veux dire, c'est pas un show public. Donc, il faut que ce soit privé, bien évidemment. Si vous nous demandez d'avoir l'aide médicale à mourir sur le bord du fleuve au mois de janvier, là, on va discuter, par exemple. On n'est pas dans les mêmes circonstances, mais on s'entend. Tout ce qui respecte la dignité est acceptable tout à fait. Moi, j'en ai déjà fait 2 fois dans un salon funéraire. Ça se passe extrêmement bien. Il n'y a aucun problème. Je rappelle que l'objection de conscience d'un soignant existe pour évaluer le patient et donner le soin d'aide médicale à mourir, mais la déontologie et la loi obligent à transférer la demande en dépit de l'objection de conscience. Par ailleurs, c'est le droit de chaque citoyen de demander d'être évalué pour l'aide médicale à mourir, en autant bien sûr qu'il y a une maladie, et c'est le droit d'obtenir l'aide médicale à mourir seulement si le demandeur répond aux critères médicaux et légaux. On arrive à la troisième partie. Quelques mots seulement. Je vous ai dit que l'aide médicale à mourir, comme critère, il faut être majeur, 18 ans et plus, et il faut être apte à prendre ses décisions. Qu'en est-il des mineurs matures? Les mineurs matures, c'est les jeunes entre 10, 11 ans et 18 ans qui rencontrent tous les critères. Pour le moment, ils n'ont pas accès à l'aide médicale à mourir. Alors, éliminons tout de suite là, les jeunes qui ont des leucémies parce que la vaste majorité maintenant sont traités de façon tout à fait adéquate. Beaucoup sont guéris. On parle ici de jeunes qui malheureusement ont tiré le mauvais chiffre à la loto génétique et qui vont avoir des cancers comme par exemple des sarcomes avec des amputations progressives. Et ça, c'est d'une tristesse absolue. Il y en a eu des exemples, un jeune, entre autres au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont la mère maintenant est sur notre conseil d'administration.
Alors, ces jeunes-là, ils sont, même s'ils n'ont pas 18 ans, je peux vous garantir qu'ils sont beaucoup plus matures que bien d'autres personnes, bien des adultes qui ont le droit de vote. Ils passent 3, 4, 5, 6 ans en milieu hospitalier avec des médecins, des chirurgiens, des infirmières, des psychologues, des neuropsychologues, des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes. Nommez-les toutes, ils les ont tous vus. Et ils sont extrêmement matures, ces jeunes-là. Alors, quand un jeune de 17 ans est rendu avec un sarcome qui a été opéré, qui a été amputé jusqu'au bassin, qui a une vessie extérieure pour être capable d'uriner, etc., etc., quand un jeune comme ça a des douleurs qu'il n'en peut plus, il y a des métastases partout et qu'il demande l'aide médicale à mourir, on est obligé de lui refuser. On a d'autres façons de le soulager, bien évidemment, mais s'il veut l'aide médicale à mourir, comme c'est arrivé avec ce jeune homme au Saguenay qui voulait prendre une dernière bière avec ses chums autour de lui dans sa chambre et pour avoir l'aide médicale à mourir, ben, il n'a pas pu l'avoir. Donc, c'est ça pourquoi on travaille dans les prochaines années. Heureusement, là, je vais faire de la politique, là. Prenez-le pour ce que ça vaut. Heureusement, c'est pas le Parti conservateur qui a été élu parce qu'eux avaient dit que jamais ils ne toucheraient, ils n'agrandirait l'aide médicale à mourir et quand même ils essaieraient de limiter encore plus les droits des personnes. Le Parti libéral est plus ouvert, mais pour l'instant, ils ont d'autres problèmes avec le ZOUF aux États-Unis, là. Mais bon, on va essayer quand même de faire progresser notre agenda de ce point de vue-là. Exactement la même chose pour les troubles de santé mentale. Les troubles de santé mentale, ce n'est pas du tout la même chose que les maladies cognitives dégénératives comme l'Alzheimer. Ici, il faut bien se comprendre, les troubles de santé mentale, c'est les maladies de santé mentale comme schizophrénie, troubles bipolaires, dépression récidivante majeure, etc., etc. Troubles de personnalité limite très avancés. C'est ça les troubles de santé mentale qui, pour l'instant, sont exclus de la loi. Lorsque Trudeau était encore au gouvernement, il a fait changer ça de 2023 à 2024, de 2024 à 2027. En 2027, on n'est pas encore rendu là, mais on n'a pas trop confiance en cette date limite. Et c'est pour ça qu'on va travailler pour faire admettre les troubles de santé mentale pour l'aide médicale à mourir, avec des critères bien évidemment encore plus serrés. Par exemple, c'est ce qui est souvent dit par les opposants. Ben, vous allez donner l'aide médicale à mourir à un jeune de 30 ans qui a une dépression. Pas du tout. Tout le monde s'entend, avec, incluant des experts pan-canadiens, pour dire que si on va de l'avant, il faut avoir des critères très stricts. Par exemple, que le patient doit avoir un trouble de santé mentale identifié. Par exemple, un trouble bipolaire, suivi depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, donc sur de très nombreuses années, avec une équipe de santé mentale qui suit le patient depuis tout ce temps-là, médecins, psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, etc., et que ce patient-là est incapable de fonctionner en société et qu'il demande l'aide médicale à mourir. Actuellement, en Ontario, il y a 2 patients avec des troubles de santé mentale, tous les deux au-dessus de 70 ans, 65, et qui veulent obtenir l'aide médicale à mourir et ils vont aller devant les tribunaux. La cause n'a pas encore été entendue, mais nous sommes bien convaincus et tout le monde est confiant que si ça se rend jusqu'aux tribunaux, ça va être déclaré inconstitutionnel parce que jamais la Cour suprême, dans sa décision de 2015, n'a indiqué qu'il y avait des diagnostics admissibles et non admissibles. Donc, les troubles de santé mentale, c'est une discrimination. L'exclusion des troubles de santé mentale, c'est une discrimination selon un diagnostic, ce qui est tout à fait non constitutionnel et selon la Charte des droits et libertés. Donc, peut-être que ça va être une des façons de faire modifier la loi si ça se rend jusque dans les tribunaux et par la suite en cour d'appel et éventuellement en Cour suprême. Mais jamais la Cour suprême n'a exclu les troubles de santé mentale. Ce qui me fait dire, ou ce qui me fait penser à vous dire aussi que dans sa décision de février 2015, jamais la Cour suprême n'a donné de liste de maladies. La Cour suprême a simplement dit que ça prenait une maladie grave et incurable avec un déclin irréversible et des douleurs physiques ou psychologiques. C'est tout ce que dit la Cour suprême. Donc, on va écouter ce que nous dit la Cour suprême, tout simplement. Passons au dernier point, les demandes anticipées. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est le même adjectif, les directives médicales anticipées. Tout le monde doit les faire. Les demandes anticipées maintenant, c'est de ce dont vous entendez parler dans les journaux depuis l'automne dernier, depuis le mois de septembre. Qu'est-ce que la demande anticipée? C'est de faire en sorte qu'une personne, c'est bien important, qui reçoit un diagnostic de pathologie neurodégénérative cognitive.
Ça, c'est le grand terme, pathologie neurodégénérative cognitive. Le plus bel exemple, c'est 70%, c'est l'Alzheimer. Fait que jusqu'à maintenant, on va parler, jusqu'à pour ce qui va suivre, là, on va parler d'Alzheimer, mais dans votre tête, dites-vous que ça comprend toutes les autres maladies qui conduisent à la démence. Mais on va pas répéter à chaque fois pathologie neurodégénérative cognitive, vous allez être fatigué de m'entendre. Donc, c'est une personne qui reçoit un tel diagnostic va pouvoir, et peut actuellement, par une demande anticipée, obtenir l'aide médicale à mourir au moment où elle le jugera pertinent pour elle selon ses valeurs. Je précise tout de suite qu'un patient qui se fait donner un diagnostic d'une telle pathologie, par exemple l'Alzheimer, peut obtenir l'aide médicale à mourir maintenant, tant qu'il est encore apte à le demander, et nous en avons plusieurs. Moi, j'ai fait la première, probablement la première au Québec en mars 2021. Je pense que c'est la première parce que c'était une semaine après la modification de la loi. Et ce patient-là, par contre, s'il demande l'aide médicale à mourir alors qu'il est encore apte, c'est son droit, c'est parfait. Il a une maladie grave et incurable, etc. Mais comme il va demander l'aide médicale à mourir que l'on dit contemporaine, bien évidemment, il va perdre quelques mois, voire quelques années d'une vie encore intéressante pour cette personne-là, parce qu'il est encore apte. Je vous donne un exemple dont vous avez probablement tous entendu parler, Sandra de Montigny. Sandra est une jeune femme de 49 ans qui a une maladie d'Alzheimer précoce, génétique. Elle est encore tout à fait apte à prendre ses décisions. Elle pourrait obtenir l'aide médicale à mourir maintenant, depuis au moins 2 ans qu'elle a son diagnostic et même plus. Elle pourrait l'obtenir, mais elle a encore du plaisir dans la vie. Bon, elle est un petit peu perdue, elle est obligée de se mettre des post-it un peu partout dans l'appartement, mais elle a un conjoint avec qui elle passe une très belle vie, avec des enfants et des petits-enfants, et elle a encore beaucoup de plaisir avec eux. Elle a du plaisir à aller au restaurant, même si elle ne se souvient plus le lendemain qu'elle est allée la veille, mais elle a encore du plaisir à y aller. Donc, si on lui donne l'aide médicale à mourir cette semaine, ben, elle va perdre plusieurs mois et tous ces éléments-là d'une vie qu'elle trouve intéressante. Et plus on va attendre, plus elle va perdre son aptitude. Et là, c'est à elle maintenant de faire sa demande anticipée. Je vous donne cet exemple-là, mais il y a de très nombreux patients qui ont fait une demande anticipée. Alors, comment ça fonctionne? C'est en vigueur depuis le 30 octobre 2024, donc depuis à peu près 8 mois maintenant. Le code criminel n'est pas encore modifié. Le fédéral ne veut pas modifier le code criminel encore. Souvenez-vous ce que je vous ai dit au début pour les critères. Nous avons une loi au Québec parce que nous avons des compétences en santé. Dans toutes les autres provinces, c'est le code criminel qui les gère. Nous aussi, on est géré par le code criminel. Mais comme on a une loi, on peut modifier notre loi. C'est ce qui a été fait. Je fais une autre précision, c'est qu'un trouble mental comme bipolaire, schizophrénie, etc., ce n'est pas un trouble neurocognitif. Je le répéterai jamais assez parce que des gens, pas vous autres évidemment, parce que vous êtes là, donc vous vous intéressez, mais il y a des gens qui malheureusement mélangent les deux. Non, un trouble de santé mentale, c'est une pathologie de santé mentale. Un trouble neurocognitif comme l'Alzheimer, c'est une maladie organique. C'est le cerveau qui devient malade comme cerveau, comme organe. Donc, c'est très important de bien faire la différence. Alors, il y en a plusieurs types, je vous l'ai dit. L'Alzheimer, c'est la plus fréquente. Ce qu'on trouve la plupart du temps assez souvent associé, ça va être une démence vasculaire, qui assez souvent va être associée. La maladie ou la démence à corps de Louis, dont vous avez peut-être entendu parler, dégénérescence frontotemporale, etc., etc. Toutes ces maladies-là, il y en a plusieurs, conduisent à la démence. Il y en a qui sont très rapides, comme le Creutzfeldt-Jacob. Il y en a qui sont plus connus, comme l'Alzheimer. Donc, tout ça va conduire progressivement à une démence. Qu'est-ce que c'est les caractéristiques de la demande anticipée dans notre loi actuelle au Québec? Je répète, au Québec seulement. Il faut avoir eu un diagnostic. Ah ben là, moi, vous savez, docteur, ma mère a eu un diagnostic d'Alzheimer, puis elle est morte de ça. J'ai un gros risque d'avoir une maladie d'Alzheimer. Fait que est-ce que je peux faire une demande anticipée? Non. Faut avoir un diagnostic. Exactement comme pour l'aide médicale à mourir. Ah ben moi, j'aimerais ça, s'il m'arrive un cancer, avoir l'aide médicale à mourir. Non. Quand vous aurez un diagnostic de cancer, on va évaluer votre situation, mais pas en prévision de. Même chose pour la demande anticipée. Il faut avoir eu un diagnostic. Assez souvent, on va dire un diagnostic d'Alzheimer, mais ça peut être une démence vasculaire, ça peut être une maladie à corps de Louis. Très souvent, on va souvent plutôt parler d'un trouble neurocognitif majeur parce qu'on n'est pas certain que c'est un Alzheimer, on n'est pas certain que c'est d'autres sortes de pathologies. Il n'y a pas de test définitif, à moins de faire une biopsie ou une autopsie, ce qui est un peu tard.
pour avoir un diagnostic d'Alzheimer, un diagnostic de maladie à corps de Louis. Donc, assez souvent, ça va être un diagnostic présomptif. Mais le patient ne va pas bien. Pour ceux qui sont au courant, ça va être ce qu'on fait, ce qu'on appelle, par exemple, votre médecin va vous faire faire un test de MOCA, M-O-C-A, ou encore un test de MNSE, et il va voir si vous vous détériorez au point de vue cognitif. Et la demande anticipée que vous allez faire, ça va vous permettre de recevoir l'aide médicale à mourir plus tard. Lorsque vous serez devenu inapte, lorsque vous ne serez plus apte à le consentir pour vous-même et par vous-même. Donc, qu'est-ce que c'est la démarche? Bien, il faut avoir eu un diagnostic. Il faut être majeur et être assuré, avoir sa carte d'assurance maladie. Encore plus vrai au Québec, vu qu'il y a seulement le Québec maintenant qui a cette loi-là. Il faut être apte à consentir aux soins. Donc, quand vous faites votre demande anticipée, il faut que vous soyez apte. Malheureusement, il y a des gens qui attendent un petit peu trop, puis maintenant, ils comprennent plus trop pourquoi il faudrait qu'ils fassent une demande anticipée. Fait que quand on est devant un patient comme ça, puis malheureusement ça arrive, ben ils peuvent plus le faire. Des fois, ça va être le conjoint qui va nous dire, bon, ben j'aimerais ça que mon mari fasse sa demande anticipée. Je m'excuse, mais c'est pas madame qui décide, ou le contraire, c'est le patient qui doit décider. La demande doit être faite de manière libre. Malheureusement, nous avons aussi, pas seulement moi, nous avons des patients où c'est le fils ou la fille qui nous appelle pour nous dire, ben, ma mère ou mon père voudrait faire une demande anticipée. Et là, on rencontre monsieur ou madame. Donc, vous voulez faire une demande anticipée? Ben, en fait, moi, c'est mon fils qui dit que je devrais faire ça. Ben, non. Vous, madame ou monsieur, vous comprenez quoi? Ben, moi, ça va bien, j'ai pas trop de problèmes. J'en perds des petits bouts, mais ça va. Ben, je suis désolé, mais on ne peut pas faire ça. C'est le patient lui-même qui doit faire sa demande. Donc, ça veut dire qu'il faut le faire assez rapidement dans le processus. Et le patient, ça doit être fait de manière éclairée, c'est-à-dire, est-ce que le patient comprend qu'est-ce qu'il a comme maladie? Est-ce qu'il comprend où va l'amener sa maladie? Est-ce qu'il comprend ce que c'est que l'aide médicale à mourir, etc. C'est ça qu'on évalue dans l'attitude, ce qu'on appelle les critères de Nouvelle-Écosse. Donc, il faut avoir un diagnostic, il faut avoir la maladie, euh, et faut être apte. Alors, on parle en deux temps. Le temps 1, c'est le temps où on fait la demande. Tous les gens qui sont ici, si vous avez malheureusement un tel diagnostic ou si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui a le diagnostic et qui est encore apte, ben nous sommes dans le temps 1. Le temps 2, ça va être quelques années plus tard, lorsqu'on va donner l'aide médicale à mourir à cette personne-là. Nous ne sommes pas encore là. La loi est en vigueur depuis le mois de novembre 2024. Donc, les patients qui ont fait leur demande anticipée sont des patients qui sont aptes. S'ils sont devenus inaptes déjà au mois de mai, c'est parce qu'ils n'étaient pas aptes au mois de novembre, parce que la maladie ne se détériore pas à toute vitesse. Ça prend plusieurs mois. Nous pensons, nous, prestataires, que peut-être on va avoir quelques cas d'ici la fin 2025. Plus fort probablement en 2026, on va commencer à avoir des premiers cas d'aide médicale à mourir, c'est-à-dire le temps 2. Pour le moment, nous sommes dans le temps 1 et c'est ça qui vous importe. C'est ce que nous allons regarder. Comment est-ce qu'on fait dans le temps 1? La personne va parler avec un professionnel ou un professionnel de la santé ou des services sociaux pour être accompagné dans sa démarche. Nous, on travaille fort pour que les travailleurs sociaux soient impliqués dans ça parce que ça prend du temps à parler avec le patient. Certains patients qui ont connu dans leur famille des gens qui ont eu l'Alzheimer, bien évidemment, ils savent ce qui les attend. Mais une grande majorité des patients, parce que les patients, la population vieillit, une grande majorité ne savent pas trop ce que c'est. Ils ont entendu vaguement parler, mais ils n'ont pas une idée réelle de ce que c'est l'Alzheimer ou une démence vasculaire, par exemple. Donc, faut leur expliquer qu'est-ce que c'est. Et là, le patient, et ça prend du temps. Moi, j'ai quelques patients pour qui j'ai fait des demandes anticipées. C'est un minimum de trois rencontres d'un minimum d'une heure et demie, 2 heures à chaque fois. Et donc, là, on explique tout ça au patient. On va lui demander de nous décrire, assez souvent avec sa famille d'ailleurs, de nous décrire dans ses propres mots. Qu'est-ce que c'est les symptômes qu'il ne veut pas voir arriver dans la maladie? Qu'est-ce que c'est les symptômes qu'il ne veut pas se voir attribuer lui-même? C'est ça qu'on va regarder avec lui. Qu'est-ce qui constitue l'expression de son consentement à recevoir l'aide médicale à mourir plus tard, lorsqu'il sera devenu inapte? Alors, je vous donne quelques exemples pour bien comprendre.
Un exemple, juste un petit mot avant. Avant ça, pour ceux qui connaissent la maladie d'Alzheimer, on parlait de stade 2 jusqu'au stade 7. Stade 7, c'est le patient qui est couché dans le fond d'un lit, qui crie, qui hurle, qui joue dans ses excréments. Maintenant, pour toutes les pathologies qui conduisent à la démence, incluant l'Alzheimer, on parle de stade léger, stade modéré et stade sévère. Bon, le stade sévère, on l'oublie. Le patient est complètement inapte, il ne peut plus signer sa demande d'aide médicale à mourir. Mais plus tard, s'il a fait sa demande anticipée, il pourrait éventuellement obtenir l'aide lorsqu'il sera rendu là. Le stade modéré, pour ceux qui malheureusement ont des familles dans cette maladie-là, dans ce contexte-là, en général, le stade modéré, au début, le patient est encore chez lui, ça fonctionne bien encore. Il y a des oublis, mais bon, ça va quand même pas trop mal. Mais généralement, c'est le stade où on se dit, oh, là, maman ou papa, là, va falloir qu'on vous mette en milieu protégé parce que là, ça fonctionne plus. Le four est resté ouvert. Ils ont fait bouillir quelque chose puis ça a renversé. On a laissé la porte de la maison ouverte en plein hiver, etc. Vous voyez un petit peu ce que ça veut dire, là? C'est le stade modéré. Fait que quand on est au milieu du stade modéré, là, l'aptitude commence à être pas mal perdue. Le stade léger, c'est là où les gens se font donner un diagnostic et c'est là où il faut faire la demande anticipée. Alors, oups, voilà. Ce qu'on va regarder avec la personne dans l'entrevue que nous avons avec, c'est on va regarder les activités de la vie courante que la personne peut faire ou ne peut plus faire et ne pourra plus faire plus tard dans la maladie. On va regarder les activités, les habiletés de communication, le langage, l'écriture, la lecture. Nous allons regarder aussi les aptitudes ou les capacités de mobilité, la marchette. Fait qu'au début, par exemple, la marchette peut ça très bien se passer. Mais plus la maladie avance, plus le patient peut faire des chutes, peut avoir de la difficulté avec sa marchette, se barrer les pieds dedans, peut avoir de la difficulté à s'alimenter lui-même. Ça aussi, ça fait partie des activités ou des habiletés de la mobilité, des activités, excusez-moi, des habiletés de mobilité. Les facultés cognitives, la mémoire à court terme qui généralement disparaît la première, mais la mémoire à long terme, à un moment donné, va disparaître. Le patient ne se souviendra plus qui est-ce qu'il est, il se souviendra plus où est-ce qu'il est né, par exemple. Ne se souviendra plus qu'il doit faire sa propre hygiène. J'ai connu quelqu'un proche de moi, pas dans ma famille, mais proche de moi, où l'épouse devait, même s'il est encore à domicile, l'épouse devait laver monsieur parce que monsieur, pourtant qui était quelqu'un de très articulé avant, ne savait plus qu'il devait se laver, puis ne savait plus comment se laver dans la douche. Alors, vous voyez le genre d'évaluation que nous devons faire. Alors, quelques collègues et moi, nous avons fait un grand document avec lequel on travaille avec la famille et les patients. Je vous donne un exemple très, très simple. C'est comme ça moi, je fonctionne, en tout cas pour moi, avec les familles que j'ai vues. On leur dit, si vous perdez votre permis de conduire parce que la maladie avance, est-ce que c'est une raison pour vous d'avoir l'aide médicale à mourir? Une grande majorité des patients vont dire non, quand même que je perds mon permis de conduire. De toute façon, j'aime pas ça conduire, puis j'aime bien mieux prendre un taxi. Parfait. Donc, c'est pas une raison. Très bien. On continue dans les diverses aptitudes, comme on a vu avant, les diverses habiletés. Et là, vous dites, quand on va être rendu à l'alimentation, vous n'êtes plus capable de manger vous-même. Vous avez besoin qu'un préposé ou un membre de la famille mette la nourriture dans votre bouche. Est-ce que c'est une raison pour vous de vouloir continuer à vivre avec votre maladie? Ou si ça commence à être une raison pour demander l'aide médicale à mourir? Ah, là, il y a des gens qui commencent à dire, ouais, ben moi, non, moi, si on est obligé de me mettre la nourriture dans ma bouche, là, parce que je ne sais pas quoi faire avec, là, non, moi, ça va être une raison. Parfait. Nous, on va traduire ça au plan médical par ne peut se nourrir seul. Les problèmes de mémoire s'aggravent, la personne peut commencer à ne plus reconnaître ses proches. J'ai eu une dame qui m'a dit, ouais, ça, moi, quand je ne reconnais plus mes enfants, là, ça va être une raison, je ne veux pas aller plus loin dans la maladie. Très bien. Vous avez combien d'enfants, madame? Quatre. Quand vous ne reconnaîtrez plus les quatre, ou quand vous en reconnaîtrez plus un des quatre, qu'est-ce que vous avez? Là, il en a parlé avec ses enfants pour finalement me revenir en disant, quand il y a un des enfants sur les quatre que je ne reconnaîtrai plus, pour moi, c'est ma limite, je ne veux pas aller plus loin. Et là, donc, on va écrire ne plus reconnaître ses proches fréquemment ou constamment. La deuxième partie, la deuxième étape du temps 1, toujours, la personne qui fait sa demande anticipée va désigner, elle peut le faire, c'est pas obligatoire, mais elle peut le faire, une ou deux personnes de confiance qu'on appelle des tiers de confiance. Ça peut être, par exemple, vos enfants. Le tiers de confiance, c'est pas la personne qui va dire, oh, donnez-lui l'aide médicale à mourir à mon père ou à ma mère. Non. Le tiers de confiance, ça va être celui qui va lever le drapeau pour dire à l'équipe traitante, mon père ou ma mère
avait ses directives médicales anticipées. Je les ai, j'ai une copie. Elle est rendue à l'étape, d'après moi, où elle ne voulait pas aller plus loin. Et là, l'équipe traitante va aller voir dans le réseau, dans le registre de la RAMQ, est-ce que les directives médicales anticipées ont bien été faites? Oui. Quels sont les critères, comme on vient de voir, ou que la personne veut avoir l'aide médicale à mourir? C'est là qu'il va y avoir la deuxième étape, c'est-à-dire que deux médecins ou infirmières praticiennes spécialisées vont évaluer le patient. Donc, tout ça, ça va être complété sur un formulaire qui est dans le registre d'assurance, qu'on va mettre, placer nous comme médecins ou infirmières dans le registre d'assurance, dans la Régie d'assurance maladie du Québec. Le registre va être là et donc va être tout à fait visible par toute personne qui va évaluer la demande du patient. Je vous donne un exemple. Le formulaire final, il y a deux pages comme ça. Ça, c'est ce que le patient a écrit, nous a dit. Nous, on l'a écrit, c'est ce que le patient nous a dit dans ses propres termes. Et en haut, la deuxième partie, c'est la traduction médicale. Alors, je vous donne un exemple. Ici, c'est un exemple réel que j'ai bien entendu oblitéré ici. Je demande à tous mes patients qui font une demande anticipée d'écrire «Je demande l'aide médicale à mourir lorsque j'aurai atteint l'un ou l'autre de ces symptômes». Et non pas tous les symptômes, parce que là, on n'y arrivera jamais. Donc, lorsque j'aurai atteint l'un ou l'autre de ces symptômes. Exemple, je ne suis plus capable de me nourrir moi-même. Ou encore, j'ai de l'incontinence urinaire ou fécale régulière. Donc ça va être un niveau que le patient ne veut pas dépasser. Il veut obtenir l'aide médicale à mourir lorsqu'il sera rendu à cette étape-là. Ou encore, je dois recevoir une médication lourde pour éviter des psychoses. Donc ça, c'est ce que le patient nous a dit. Nous, la traduction médicale, ça va être par exemple incapacité d'alimentation autonome ou nécessité d'avoir une médication lourde. Pourquoi est-ce qu'on fait cet exercice-là? Parce que moi, je vois le patient aujourd'hui avec sa demande anticipée. Mais il n'y a rien qui me dit que dans 2, 3, 4 ans, lorsqu'on sera rendu au temps 2, le temps de donner l'aide médicale à moi, il n'y a rien qui dit que je vais être encore là. Il n'y a rien qui dit que ça va être moi. Ça va être le médecin dans le centre où est placé le patient, par exemple, dans un CHSLD ou dans une résidence encadrée. Mais ça va être le médecin de la résidence, ça va être un autre médecin. Si moi je suis plus là, ça va être un autre médecin qui va évaluer le patient. Il ne l'a pas connu lorsqu'il a fait sa demande. Mais le médecin va être capable, ou l'infirmière, va être capable de regarder les éléments médicaux et donc va dire, ah oui, le patient a une incapacité d'alimentation autonome. Oui, il y a une obligation d'avoir des couches. Oui, il y a une nécessité de médication lourde. Donc ça, c'est la traduction médicale. Et là, l'équipe qui va donner l'aide médicale à mourir peut se fier sur des données objectives. Est-ce que le patient peut retirer ou modifier sa demande d'aide médicale à mourir, sa demande anticipée? Oui, bien sûr, pendant qu'il est encore apte. Bien sûr, s'il est devenu inapte, il ne peut pas modifier sa demande. Ça relève du bon sens. Mais il peut la modifier tant qu'il est apte. Le temps 2, encore une fois, ça va être beaucoup plus tard. Il faut avoir fait une demande qui va être conforme à la loi. Le patient devra présenter des manifestations cliniques de manière récurrente de sa maladie. Et nous, comme professionnels de la santé, à ce moment-là, on va s'assurer, ce sont les termes de la loi, et qu'on va croire sur la base des informations dont nous disposons, c'est-à-dire la traduction médicale des directives médicales anticipées, pardon, de la demande anticipée, et selon le jugement clinique qu'ils exercent, que le patient éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes. C'est très important le mot jugement clinique parce que plusieurs nous ont dit, ouais, mais comment voulez-vous évaluer la souffrance psychologique ou existentielle d'un patient? On ne pourra jamais donner l'aide médicale à mourir. C'est vrai, mais on n'a pas évalué ça que lorsque le patient est dément. Comment puis-je, moi, regarder un patient qui est dément puis de savoir qu'est-ce qu'il pense? Il est dément. Je ne peux pas savoir ce qu'il pense, bien évidemment, puis lui ne peut pas me le dire. Donc, je vais me fier, puis pas seulement moi, tous mes collègues qui avons travaillé là-dessus, nous sommes tous d'accord pour dire, moi, je vais me baser sur ce que le patient a écrit il y a 2 ans, 4 ans, 6 ans, lorsqu'il était apte, parce que la personne que j'ai devant moi, elle n'est plus apte, elle n'est plus la même personne, même si elle présente ce qu'on appelle, ce qui est très mal nommé, la démence heureuse, nous, on tente d'appeler maintenant une démence sans souffrance apparente. Donc voilà où nous en sommes pour les demandes anticipées. Ceux qui veulent plus de renseignements, allez sur notre site ou encore écrivez directement sur votre site Internet le guide pour la personne, pour la demande anticipée d'aide médicale à mourir. Ce sont deux petits guides qui ont été faits par le gouvernement du Québec, qui sont très, très bien faits. Vous pouvez les retrouver directement sur notre site aqdmd.org. C'est très bien fait. En résumé et en conclusion, donc je résume tout pour l'aide médicale à mourir de façon générale.
Pour obtenir l'aide médicale à mourir, il faut avoir 18 ans et plus, il faut être apte à décider pour soi-même, il faut avoir une maladie grave et incurable, il faut présenter un déclin avancé de sa situation selon le patient, pas selon la famille et les médecins. Il faut avoir une souffrance physique ou psychologique ou existentielle selon le patient, pas selon la famille, les enfants, le curé, l'imam ou le rabbin. Vos demandes médicales anticipées, vous devez tout le monde faire ça. Directive médicale anticipée, plutôt, excusez-moi, je me trompe encore. Directive médicale anticipée, tout le monde devrait les faire. Que vous ayez une maladie ou non, faites vos directives médicales anticipées, ça va vous protéger. Mais vous ne pouvez pas demander l'aide médicale à mourir. Toutes les démences, je le répète, sont admissibles à l'aide médicale à mourir tant que le patient est apte à le demander. Et les demandes anticipées sont légales au Québec seulement depuis le 30 octobre 2024. Je mets ça à l'envers. Vous ne pouvez pas demander l'aide médicale à mourir pour une autre personne que vous-même. Vous ne pouvez pas demander l'aide médicale à mourir dans vos directives médicales anticipées. Vous ne pouvez pas demander l'aide médicale à mourir dans votre mandat de protection. Vous ne pouvez pas demander l'aide médicale à mourir à l'avance au cas où il faut avoir un diagnostic, que ce soit pour l'aide médicale à mourir ou que ce soit pour les demandes anticipées. Vous pouvez bien demander l'aide médicale à mourir chez votre notaire si vous voulez, mais ça va vous coûter 300, 400, 500 dollars. Puis c'est pas lui qui va vous évaluer pour l'aide médicale à mourir. Donc, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est mon épouse qui me dit que j'ai assez parlé. Donc, je vais terminer bientôt, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez le faire chez votre notaire, mais c'est pas du tout obligatoire. Ça vous apporte rien. Je parle pas de votre testament. Je parle de la demande d'aide médicale à mourir. Et encore une fois, vous pouvez très bien demander l'aide médicale à mourir si vous voulez dans votre testament, mais ça va être un petit peu tard, ça vient après, tout le monde comprend ça. Les questions habituelles. Ben, docteur, il y a des gens qui écrivent ou qui nous demandent ça ou dans des conférences. Je suis en bonne santé, mais je veux pas traîner s'il m'arrive quelque chose. J'ai des problèmes de santé, mais j'ai rien de bien grave, mais je veux pas traîner s'il m'arrive quelque chose. Je suis en bonne santé, mais si je fais un AVC, ou encore que j'ai un accident de voiture, puis ça m'amène dans le coma, ben, je voudrais l'aide médicale à mourir. Je commence à être vieux, je veux pas traîner, puis bon, je suis un peu fatigué de la vie, là, puis le bon Dieu m'a oublié. On entend ça, le bon Dieu m'a oublié. Mais on va regarder ça. J'ai une maladie grave, puis mon docteur m'a dit que ça allait m'amener vers ma mort. Qu'est-ce que c'est mes options? J'ai des problèmes de santé mentale, docteur, mais j'ai pas d'autres maladies, mais j'en ai assez de vivre comme ça. On va regarder tout ça tranquillement. Je suis apte à prendre des... Donc, la première chose, c'est qu'il faut être apte à prendre des décisions pour moi-même. Je n'ai aucune maladie. Tant mieux pour vous. Mais faites vos directives médicales anticipées. Vous avez une maladie physique, de l'eczéma ou une hernie discale lombaire. Vous n'aurez pas l'aide médicale à mourir, mais faites vos demandes médicales anticipées, vos directives médicales anticipées. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Vous pouvez vous faire frapper. J'ai une maladie physique grave, un cancer, et incurable. Vous devriez faire vos directives médicales anticipées parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Vous pouvez faire un accident vasculaire cérébral massif, mais vous pouvez faire aussi votre demande d'aide médicale à mourir parce que vous avez une maladie grave. Vous avez une maladie cognitive. On vient de vous donner un diagnostic d'Alzheimer. Vous devez faire votre directive médicale anticipée parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Vous pouvez faire votre demande d'aide médicale à mourir parce que vous avez une maladie cognitive grave. Puis vous pouvez aussi faire votre demande anticipée parce que vous avez une maladie cognitive qui peut vous amener plus tard à devenir inapte. Vous avez une maladie mentale et une maladie physique. Vous avez une schizophrénie, puis on vous découvre un cancer. Vous devez faire vos directives médicales anticipées parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Et vous pouvez faire aussi une demande d'aide médicale à mourir parce que vous avez une maladie physique grave, un cancer. Et vous avez une maladie mentale seulement, seulement entre guillemets, là, une schizophrénie. Mais vous pouvez faire quand même vos directives médicales anticipées, mais vous ne pouvez pas faire le reste. Donc, c'est ça que ça veut dire. Un dernier petit mot, est-ce que je peux donner mes organes avec l'aide médicale à mourir? Oui, mais vous ne pouvez pas donner le cœur parce que après le cerveau, le cœur, c'est l'organe le plus fragile à l'ischémie, c'est-à-dire au manque de sang. Et lorsqu'on donne l'aide médicale à mourir, c'est ce qu'on veut, c'est avoir un arrêt cardiaque et on a quelques minutes de délai, donc on ne peut pas donner le cœur. Et si vous avez un cancer, ben, vous ne pouvez pas donner vos organes. L'autre limite, c'est que ça doit se faire à l'hôpital, vous ne pouvez pas le faire chez vous. On en a tous, moi j'ai 3 patients qui ont eu l'aide médicale à mourir et un don d'organes, on fait ça à l'hôpital. Ça se passe très, très bien, la famille comprend. Pour plusieurs patients, par exemple, des scléroses en plaques, ça leur donne une espèce de, non pas une justification, mais ça donne un sens.
à leur évolution et à leur décès, qui de toute façon devient à un moment donné inéluctable s'ils sont avancés. Par exemple, une sclérose latérale amyotrophique. Et tout ça est pris en charge par Transplant Québec sur l'aspect des dons d'organes et des greffes. D'autres personnes vont nous demander, mais là, l'aide médicale à mourir, c'est un suicide. Est-ce que mes enfants vont avoir mes assurances vie? Absolument. Depuis 2014 puis 2016 au fédéral, dans le reste du Canada, il y a eu zéro récrimination. C'est écrit dans la loi. Nul ne peut être privé de ses bénéfices d'assurance ou autre parce qu'il a eu l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir, c'est un soin de dernier recours et sur tous les dossiers, le constat de décès, etc., on n'écrit pas aide médicale à mourir, on écrit la maladie qui a conduit à l'aide médicale à mourir. Alors, nulle part, c'est écrit aide médicale à mourir, sauf dans la note d'évolution dans le dossier médical. Par exemple, si c'était aujourd'hui, 29 mai, je vais écrire 29 mai, 14 heures, aide médicale à mourir, AMM, donnée à monsieur ou madame, pas de complications. Mais sur la feuille sommaire, sur le constat de décès, au gouvernement, ça va être écrit la maladie, cancer, etc., etc. C'est ça qui va être écrit. Et les médicaments et les traitements, ben, le patient peut les avoir. Et surtout, avec l'aide médicale à mourir, si le patient veut ça chez lui ou à l'hôpital, il n'y a aucune restriction de nourriture, de boisson. Lorsqu'on fait ça à domicile, dans la vaste majorité des cas, lorsqu'on rentre dans l'appartement, le patient est avec sa famille, il y a du gâteau sur la table, il y a du homard quand on est dans la période du homard, ils ont fait un festin, il y a du champagne. Souvent, on s'en fait offrir en arrivant. On leur dit toujours d'attendre un petit peu, au moins que l'aide médicale à mourir soit donnée. Et moi, j'appelle ça toujours une célébration de la vie. Une lettre qu'une famille m'a écrite. Vous avez, après le décès de leur mère, vous avez fait de ce moment douloureux un beau souvenir. Dans cette tempête, vous nous avez apporté la paix, le calme et la douceur. L'aide médicale à mourir, c'est un soin qui est légitime, légal, moral, éthique, qui n'enlève rien à l'immense majorité, plus de 90%, souvenez-vous des chiffres au début, des gens qui vont aller jusqu'au bout de leur passage terrestre, jusqu'au bout de leur maladie, nonobstant la souffrance physique, avec des bons soins palliatifs, avec des soins de confort, etc., etc. Donc, c'est un choix personnel de chacun selon ses propres valeurs. Je vous encourage tous, quand vous avez des questions, puis dites-le à vos amis, allez sur notre site aqdmd.org. Il y a des tas d'éléments de description. Il y a toutes sortes de, la démarche était bien expliquée. Il y a des actualités qui sont mises là de jour après jour ou semaine après semaine. Et il y a une section sur les questions que vous vous posez. Donc, on vous encourage fortement. S'il y a des questions beaucoup plus spécifiques, par exemple, vous voudriez parler de la situation de votre père ou de votre mère, appelez au numéro de l'association. De toute façon, c'est écrit dans le site aussi. Et laissez votre message. On va vous rappeler, généralement dans les 24 heures ou 48 heures au maximum. Je vous laisse sur ce coucher de soleil du Bas-Saint-Laurent où j'habite. Et ce soir, d'ailleurs, il va y avoir un autre coucher de soleil. Donc, allez Doc- pour vos questions. oui, docteur L'Espérance, on avait des questions. La première, Allons-y. c'est l'infirmière auxiliaire compte dans les professionnels peut signer la demande? Oui, si elle est dans voyons, un établissement public et qu'elle a un numéro, elle peut signer la demande. Ok. Il y a Monsieur Noël qui dit ce serait bien d'ajouter le pharmacien à votre explication pour la signature de la demande. Les pharmaciens peuvent le faire. C'est pas tous qui sont confortables, mais ils peuvent tout très bien le faire. J'ai eu une demande il n'y a pas longtemps de savoir si un chiropraticien pouvait le faire. J'ai demandé au Collège des médecins, mais je n'ai pas encore eu de réponse. De même, j'ai demandé aussi à l'Ordre des chiro, mais c'est un professionnel de la santé avec un numéro de pratique. Normalement, il n'y a aucun problème. Le plus facile pour la majorité des gens, c'est par le travailleur social, parce que souvent, ils sont suivis par un travailleur social rendu dans cette démarche-là. Merci beaucoup. Il y avait Madame Julie Delaurier qui posait une longue question. J'espère que ça va être compréhensif. Est-ce que la grande vieillesse qui fait en sorte qu'une personne est affectée par plusieurs problèmes médicaux qui réduisent son autonomie depuis plusieurs années, qui vit encore seule à la maison malgré fragilité, pourrait demander l'aide médicale à mourir? Oui, alors ça, il y a des patients, il y a des professionnels qui refusent, mais nous sommes très nombreux à accepter cette chose-là. Puis je vais vous dire honnêtement, là, un patient de 90 ans qui est à la maison, on lui en trouve des maladies. Ça, c'est pas trop un problème. Et puis, ce qui est surtout important, c'est de savoir est-ce que la personne a un déclin de sa situation. Et nous sommes de nombreux
à accepter cet élément-là qu'on appelle en anglais frailty, en français fragilité, des patients qui deviennent fragiles avec l'âge. Ça existe, et le syndrome de la fragilité, ça existe en Europe, en France. Ici, les gériatres me disent que c'est un peu moins accepté, mais plusieurs gériatres acceptent ça aussi. Oui, puis moi, je fais aussi chez ces patients-là, je fais un calcul d'espérance de vie. Il y a des sites où on peut faire un calcul d'espérance de vie. Alors, si le patient est hospitalisé, disons, 4 mois avant pour une raison X, Y, Z, si le patient a de la difficulté à marcher avec une marchette, s'il a déjà fait des chutes, etc., et on peut évaluer son espérance de vie et son risque de décès. Et moi, je fais ça pour tous les patients qui sont dans cette situation-là. Et si on a, par exemple, une espérance de vie qui est de, mettons, 22 mois, oh, ben là, moi, je suis capable d'écrire dans mon rapport, le patient est dans la phase de mort naturelle raisonnablement prévisible. Je mets mon rapport d'espérance de vie et je suis loin d'être le seul à faire ça. Je peux vous garantir que plusieurs collègues font la même chose. Super. Merci beaucoup, Et docteur. monsieur ou madame Varela, je vois mal, ouvrez votre micro. Ouvrez votre micro. Excusez, c'est parce que je le voyais bouger la main. Je l'ai vu, je l'ai vu. Vous Voilà. m'entendez? Oui. Oui. Oh, merci beaucoup, docteur, d'une conférence si complète, détaillée. Moi, je suis médecin aussi. J'appartiens à l'Observatoire Vieillissement et Société. Et j'ai laissé la pratique de la médecine pour me concentrer sur le sujet de la longévité. De là, je m'appelle psychothérapeute de la longévité parce que j'étais psychiatre par. Bon, Il n'y a, y alors, a- y a pas de saut métier, c'est correct? vous comprenez alors que votre sujet me touche. Oui. Mais moi, je suis convaincu qu'on ne pense pas à la longévité. C'est un sujet silencieux on ne conçoit pas et on ne vit dans cette direction. Et en plus, la médecine ne nous donne pas de solutions. Pendant que vous aidez à éliminer la souffrance, sûrement vous pensez à la faillite, le manque de réussite de la médecine. Alors, bon, ça c'est en passant. Mais écoutez, et, et on pense toujours au futur. Le futur, c'est une chose qui est dans la pensée, dans la tête de tout le monde. Et si on fait une petite histoire du futur, on peut penser, en accord avec ce sujet, que les Grecs pensaient que la mort, c'est la fin, mais ils avaient des manières d'éviter la douleur et tolérer la douleur. Et dans la philo, était la douleur acceptée et la chose continuait d'une certaine manière. Mais c'est les judéo-chrétiennes qui ont, avec la promesse d'une autre vie, ont dépassé l'importance de la civilisation, la culture grecque, en mentionnant l'autre vie avec une telle insistance. Et les musulmans, je crois qu'ils sont hors de ça parce qu'ils sont plus référés à la destinée divine. Avez-vous une question, docteur Le do- Valera? Oui, c'est Non, non, ça. attendez, là, il vient ma question. Et, alors, est-ce que vous avez fait des études pour comprendre les tendances dans les réflexions sur la mort et ce futur à venir de toute cette personne qui s'offre à finir par volonté personnelle? Et est-ce qu'il y a, par exemple, quelle pensée ils référaient concernant leur futur après leur décision de partir? Qu'il y avait Euh, des je, je ne éléments à ce sujet? je ne peux pas répondre pour les gens et pour le futur encore moins. Je peux simplement vous répondre que tous les patients à qui j'ai donné l'aide médicale à mourir, et Oui, on parle de centaines, et mes collègues ont la même réaction. Nous donnons l'aide médicale à mourir en tenant la main du patient, en le regardant dans les yeux. oui, Et les patients nous disent, merci beaucoup, docteur, merci d'être là, merci de ce que vous faites. oui, 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 Ces patients-là n'ont plus de futur. Et vous, les gens que ce soit vous ou d'autres, qui ne sont pas d'accord, chacun y va selon ses propres valeurs. Je rappelle que plus de 90% de la population est en faveur de l'aide médicale à mourir. Chacun choisit selon ses propres valeurs, ses valeurs de dignité, selon ses propres valeurs à lui, quelles qu'elles soient.
OK, merci. Merci beaucoup. Merci docteur pour votre prestation et pour la conférence de qualité. Et merci pour les questions, les échanges et merci pour la participation de tout le monde. On se dit à bientôt pour une prochaine conférence. Il y a déjà plus de questions? Il y a déjà plus de questions, il y a juste des Ouais, remerciements. ouais. C'est gentil. Ben, merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir été Bon, là cette magnifique merci, journée. merci. Viva l'OBS. Bye. Bye bye. Vous avez Au raison. revoir tout le monde.